Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La pression internationale s'amplifie sur Israël pour demander un arrêt des bombardements visant Gaza. 3 pays européens annoncent reconnaître l'État de Palestine, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Et ce mardi 28 mai, le Conseil de sécurité des Nations Unies devait se réunir en urgence après le bombardement d'un camp de déplacés à Rafah 2 jours plus tôt. D'après le Hamas, au pouvoir à Gaza, ce bombardement a fait 45 morts et près de 250 blessés. Le 19 mai, le Parisien avait publié un long reportage en 3 parties sur des enfants gazaouis blessés accueillis par le Qatar à Doha pour y être soignés. Au total, depuis la fin de l'année 2023, l'Émirat a pu évacuer près de 2200 Palestiniens. L'auteur de ce reportage est dans Code Source. Aujourd'hui, Robin Corda du service international du Parisien. Il nous raconte ce qu'il a vu. Robin Corda, vous arrivez au Qatar le lundi 13 mai et le lendemain, le 14, vous êtes en reportage dans des résidences où vivent des familles de Gaza accueillies dans l'Émirat pour y être soignées. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ? Oui, alors j'arrive dans cet ensemble de bâtiments. Les bâtiments sont de taille moyenne, ils font 4 à 5 étages. Les murs sont gris et blancs. Du Qatar, c'est vrai qu'on a l'image des gratte-ciel, des plages artificielles, des palmiers. Là, on est en périphérie de ce centre-ville et on est dans un ensemble plus modeste. Ça fait partie des infrastructures qui ont été créées au moment de la Coupe du Monde 2022 et qui étaient inoccupées depuis. Vous y croisez des femmes, des jeunes et surtout beaucoup d'enfants. Au milieu des bâtiments, il y a des terrains de jeu avec des toboggans, des balançoires. Et puis, à l'intérieur des bâtiments, il y a des salles de jeu aussi. Et on voit des enfants qui courent partout. Et très vite, je remarque que beaucoup ont des béquilles ou sont en chaise roulante. Ce grand complexe a été mis à la disposition du Qatar pour y loger des familles qui ont fui la bande de Gaza, massivement bombardée par l'armée israélienne depuis l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre. Depuis la fin 2023, le Qatar a évacué près de 2200 Palestiniens de Gaza. Comment ça se passe à l'intérieur ? Quand les familles arrivent sur place, elles reçoivent un appartement assez spacieux où elles peuvent s'installer. Et l'Émirat leur fournit aussi un petit revenu mensuel. Il y a des volontaires qui s'occupent de ces familles et qui organisent des ateliers par exemple d'apprentissage de l'anglais ou des cours de broderie traditionnelle ou bien sûr des activités pour les enfants. Ce mardi 14 mai, dans la résidence, vous rencontrez plusieurs enfants. Parmi eux, Omar, un ado de 14 ans, victime d'un bombardement, alors qu'il essayait de fuir Gaza en voiture avec sa famille au tout début de la guerre. Omar, il est extrêmement marqué par ce qu'il a vécu. C'est le premier jour qui suit le 7 octobre et sa famille essaye de fuir le nord de la bande de Gaza. Ils sont nombreux à l'intérieur de 2 voitures, un peu entassés les uns contre les autres et il y a des embouteillages monstres, tout est bloqué et là c'est l'horreur qui s'abat sur la route, des roquettes qui tombent, le camion devant la première voiture qui prend feu et puis la voiture d'Omar qui est à son tour touchée. Cet ado voit mourir sous ses yeux son père, son grand-père, son frère. Lui-même est blessé à la jambe et il doit rester des heures bloqué dans la carcasse de la voiture. Omar est d'abord soigné à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, qui sera ensuite détruit par l'armée israélienne. Oui, pendant des semaines, les médecins hésitent sur son cas, ils pensent à l'amputer et puis ils lui fixent finalement des broches, des vis, des plaques. Et au bout de quelques semaines, Omar obtient l'autorisation d'être exfiltré vers l'Égypte et enfin vers le Qatar. Et au Qatar, donc, il est soigné ? Une fois qu'il est au Qatar, il est opéré 2 fois. Et quand je le rencontre, il a encore un énorme bandage autour de la jambe et il ne sait pas s'il va devoir subir une nouvelle opération chirurgicale. Dehors, devant l'une des aires de jeu de la résidence, vous échangez avec Arwa, une petite fille de 10 ans qui se déplace en fauteuil roulant. Racontez-nous ce qu'elle a vécu. Alors Arwa, quand je l'interroge, elle me répond un peu joliment « Ma maison est tombée sur ma jambe ». Et en fait, elle vivait dans une caravane avec sa famille. Un tank israélien a roulé sur la caravane. Sa petite sœur de 6 ans est morte. Et leur papa, qui s'appelait Mounir, aussi. Concrètement, comment est-ce que vous échangez avec ces enfants ? J'imagine que vous avez un interprète ? Je suis avec un photographe qui me sert d'interprète. Et puis,
Je vais voir les enfants et ensuite, bien sûr, les volontaires qui s'occupent d'eux et puis parfois les membres de leur famille qui sont dans les parages. Ils acceptent facilement de parler, ces enfants ? Oui, les enfants, assez vite, ils sont curieux, ils sont contents qu'il y ait un visiteur et ils aiment montrer ce nouvel endroit qui les accueille. Ils aiment montrer comment ils apprennent à se déplacer avec leurs béquilles, avec leurs chaises roulantes. Enfin, c'est très vivant et c'est très touchant. Ces enfants, Omar, Arwa et tous les autres, concrètement, comment ils ont pu être soignés par le Qatar ? Comment c'est organisé ? Alors, les autorités du Qatar établissent une liste de noms de patients qu'ils souhaiteraient exfiltrer de la bande de Gaza. Et ce sont toujours des cas médicaux extrêmement graves, en majorité des enfants et également des femmes, plus rarement des hommes adultes. Ces noms, ils les élaborent avec l'aide d'organisations humanitaires qui sont sur place dans la bande de Gaza. Ils les présentent ensuite aux dirigeants israéliens qui valident ou non cette sélection. Et une fois cet accord obtenu, les patients traversent la frontière égyptienne. Ils attendent le plus souvent quelques semaines, là, en Égypte, en attendant qu'un vol puisse enfin les amener au Qatar. Et c'est compliqué d'avoir l'autorisation de sortir de la bande de Gaza ? C'est quasiment impossible. Il y a plus d'1 million de personnes qui attendent à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Il y a d'immenses camps de réfugiés. Mais en pleine guerre, Israël ne laisse quasiment sortir personne. Et donc les familles que vous rencontrez ont eu la chance, elles, de quitter Gaza. Comment le Qatar arrive à obtenir ça ? Le Qatar, en fait, occupe une position centrale dans les pourparlers entre Israël et le Hamas. Le bureau politique du Hamas se trouve à Doha. Et donc, voilà, un peu fort de cette position-là, les dirigeants qataris ont obtenu d'Israël le droit de mener à bien cette mission humanitaire que désirait l'émir Al Thani, qui dirige le Qatar. Robin Corda, vous rencontrez aussi des mères de famille ou des jeunes hommes qui ont été blessés. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation à Gaza ? Ils décrivent une situation extrêmement difficile avec des familles entières qui sont ballottées d'un endroit à l'autre selon les consignes israéliennes, souvent dans l'urgence. Ils se retrouvent dans des situations extrêmement précaires avec beaucoup de pénuries de produits. Ils doivent faire des heures dans des files d'attente pour obtenir ne serait-ce que du pain et de l'eau. Beaucoup peinent à avoir du réseau et donc des nouvelles de leurs proches. C'est vraiment une atmosphère chaotique qu'ils me décrivent. Robin Corda, vous vous dites quoi en quittant ce complexe et ces familles que vous avez rencontrées ? Je suis forcément très, très touché. Ces enfants, ils ont déjà une vie très abîmée, un corps très abîmé. Et en même temps, il y a beaucoup de joie dans ce reportage, avec des échanges très forts, plein de sourires, plein de vie, parce que les enfants restent des enfants en fait, et il y a des enfants qui jouent aux cartes, il y a des ados qui jouent au ballon, au foot, qui se chambrent. Il y a vraiment une atmosphère presque de cours d'école parfois, et en même temps, tout ce désespoir en arrière-fond, et c'est un sentiment mêlé. C'est vraiment un reportage bouleversant pour moi. Robin Corda, le mercredi 15 mai, toujours à Doha, vous vous rendez à l'hôpital Sidra où une petite fille de 9 ans récupère après une série d'opérations. Oui, cette petite fille, elle s'appelle Mayar, elle a 9 ans et elle est dans un grand lit d'hôpital avec un petit bébé en plastique qui est à ses côtés. Et quand elle tourne la tête, on voit qu'elle a la moitié du visage tuméfié et une grande cicatrice dans les cheveux. Cette petite fille a été blessée 1 mois plus tôt, le 8 avril, par un obus qui a touché sa maison dans le centre de la bande de Gaza. Oui, cette nuit-là, la petite Mayar est avec sa famille dans une pièce. Ils sont 8, tous réunis là, et puis ils entendent des tirs, un drone, la guerre qui éclate à proximité, et un obus tombe sur la maison. Le choc arrache à Mayar plusieurs dents. Elle reçoit des éclats de métal dans le corps et surtout dans la boîte crânienne. 2 jours plus tard, il y a du pus qui sort de son oreille. En fait, elle a commencé à développer une grave infection du cerveau. Mayar n'a perdu aucun membre de sa famille cette nuit-là, mais elle est donc grièvement blessée et elle a pu être évacuée vers le Qatar. Elle a été prise en charge à l'hôpital de Sidra le 27 avril. Oui, elle obtient le droit de quitter la bande de Gaza avec 3 de ses frères et sa mère. Et elle arrive donc dans cet hôpital ultra-moderne qui est là vraiment proche de l'idée qu'on se fait du Qatar, avec des grands couloirs en verre, des jardins intérieurs et du matériel de pointe pour la prendre en charge.
Je parle notamment à sa mère qui est extrêmement émue, qui commence à pleurer, qui me dit « Je l'aime tellement, j'ai eu peur qu'elle meure. Il y a de vraies chances qu'elle guérisse et qu'elle retrouve potentiellement toutes ses capacités. Et c'est une chance extraordinaire. » Dans une autre chambre, vous rencontrez Ahmad, un garçon de 13 ans, et sa mère, âgée d'une trentaine d'années. Ils ont vécu ce que vous décrivez comme une descente aux enfers. Descente aux enfers qui commence au début du mois de décembre à Khan Younes, dans la bande de Gaza. La maman de Ahmad s'appelle Watfa et elle doit accoucher. Et en fait, le jour J, les médecins découvrent que le bébé est mort dans son ventre. Il y a une pénurie de médicaments à cette période-là et les médecins sont contraints d'extraire le fœtus sans anesthésie. Et donc c'est elle-même qui vous raconte ce qu'elle a vécu. Elle ajoute que 3 jours plus tard, l'armée israélienne a bombardé l'école dans laquelle sa famille s'était réfugiée. Oui, et là, elle décrit des scènes de panique avec les murs qui s'effondrent, des corps qui sont démembrés, et puis surtout, elle ne parvient pas à trouver son fils aîné, et des gens lui disent qu'il est sûrement mort, que Dieu l'a repris, et elle dit c'était le pire jour de ma vie. Elle le retrouve dans une salle à moitié détruite. Il est inanimé, il a l'air mort, elle le porte tant bien que mal, elle est encore affaiblie de ce qui lui est arrivé les 3 jours plus tôt, et puis là, il faut se débrouiller pour amener son fils à l'hôpital, il n'y a pas d'ambulance, il faut trouver une voiture pour amener Ahmad à l'hôpital, et il y a un véhicule qui passe qui est plein de blessés. Watfa, elle dépose son enfant sur les genoux d'une de ces personnes grièvement blessées, et elle court derrière le véhicule. C'est vraiment une scène de désespoir. Et quand elle arrive à l'hôpital, là encore, ça continue. Son fils est opéré à même le sol, dans des conditions difficiles, avec du matériel extrêmement simple de pharmacie. Il a des bouts d'acier plein les viscères. Il n'a d'ailleurs presque plus de pouls. 4 de ses organes sont touchés. Et Watfa, elle me montre sur son téléphone portable des photos de Ahmad avec le ventre à moitié ouvert, avec une énorme plaie béante au niveau de l'estomac. C'est extrêmement impressionnant. Watfa et son adolescent Ahmad ont donc pu être exfiltrés à Doha, où Ahmad est opéré en urgence. Comment est-ce qu'il va quand vous le voyez ? Quand je le vois, il a encore une énorme compresse sur le ventre avec une tache brune. On voit que l'infection est toujours présente. Il faut d'ailleurs mettre des gants pour rentrer dans sa chambre, une blouse également, et puis se désinfecter les mains quand on en sort. Voilà, on sent que tout n'est pas encore résolu, mais lui, il raconte qu'il se sent un peu mieux et il arrive de nouveau, par exemple, à se lever, ce qui était encore totalement impossible pour lui quelques jours plus tôt. Dans un couloir de l'hôpital, vous échangez avec l'un des chirurgiens qui a opéré Mayar et Ahmad. Il vous dit qu'il n'a pas l'habitude de prendre en charge de telles blessures. Là, ce sont des blessures de guerre qui entrent dans un hôpital civil, donc il faut gérer les effets des déflagrations, les blessures par balle, les grandes brûlures. Il y a certaines blessures qui sont comparables à ce qui peut se passer, par exemple, lors de graves accidents de la route, mais il faut aussi ajouter toutes les complications qui sont liées au fait que beaucoup des patients arrivent avec un état qui a largement empiré depuis le jour de leur accident, parce qu'ils n'ont pas été traités correctement dans les temps dans la bande de Gaza. Ce chirurgien vous parle aussi de l'état psychique de ces patients. Beaucoup des enfants arrivent apeurés, en état de choc, de sidération. Ils ont parfois perdu leurs parents, ils sont accompagnés par une tante lointaine ou un cousin, et ils peuvent se mettre à refuser des soins, à hurler, à dire qu'ils ne veulent pas manger, qu'ils veulent repartir. Beaucoup sont vraiment traumatisés. Romain Corda, pendant votre reportage à Doha, vous avez fait une rencontre qui vous a particulièrement marqué, celle de Fatma, une petite fille de 5 ans. Elle est comment quand vous la voyez ? Fatma, c'est une petite fille de 5 ans. Elle est en salopette noire et avec une barrette rose dans les cheveux. Et elle n'a qu'une jambe. Son autre jambe a été amputée au-dessus du genou. Donc, elle n'utilise pas de béquille. Elle bondit partout à cloche-pied dans la résidence. On entend résonner son rire. Elle est pleine de malice, pleine de vie. C'est vraiment un rayon de soleil.
Dans votre reportage dans Le Parisien, vous racontez l'histoire de Fatma. Le jeudi 23 novembre au matin, l'immeuble de sa famille à Gaza a été frappé par un tir de roquette. Sa sœur, Nada, 13 ans, a été tuée sur le coup. Fatma, elle, est donc grièvement blessée. Sa blessure s'est infectée et elle a été amputée au Qatar. Robin Corda, vous parlez avec la mère de Fatma, elle s'appelle Raïda, et elle est revenue sur ce moment où sa fille a dû être amputée. Oui, elle me raconte que Fatma, à ce moment-là, demande si sa jambe repoussera. Et elle lui répond que non, mais que plus tard, elle aura une prothèse et qu'elle pourra marcher de nouveau. La fillette de 5 ans est avec son frère, Ibrahim, qui a 7 ans, qui lui n'a pas été blessé dans le bombardement. Comment vit cette famille aujourd'hui ? Ils sont dans quel état d'esprit ? La famille, elle essaye de se remettre peu à peu de ce terrible choc qu'elle a vécu. Ibrahim, donc oui, il a 7 ans, il est encore très traumatisé, il ne veut pas sortir de l'appartement familial, mais bon, Raïda, donc la maman, me raconte que ça va quand même mieux, que ici au moins il n'y a plus le vacarme de la guerre, les bombardements, les drones, les blessés partout, et que voilà, il faut réapprendre à vivre. Mais il y a une énorme inquiétude, c'est que le père des enfants est lui toujours dans la bande de Gaza, à Rafah, près de la frontière égyptienne, où la situation est extrêmement tendue, extrêmement dangereuse. Est-ce que cette famille peut espérer être réunie ? Pas à court terme, parce que à l'heure où on se parle, Israël mène une opération militaire sur Rafah, et depuis début mai, personne ne peut traverser la frontière égyptienne, même les cas médicaux les plus graves. Ils étaient 1,5 million de réfugiés avant le début de ces opérations militaires. Beaucoup ont fui vers le nord. La situation est extrêmement confuse et en plus, il faut faire avec d'innombrables coupures de réseau, donc c'est difficile de savoir au téléphone. La mère de Fatma arrive à appeler son mari une fois par semaine, parfois 2. Ce qui est sûr, c'est que Fatma ne retrouvera pas son père de sitôt. Merci Robin Corda. Cet épisode de Code Source a été préparé et produit par Clara Garnier-Amouroux avec Barbara Gouy. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien disponibles comme Code Source sur toutes les plateformes audio. Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi, racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni. Et Le Sacre, jusqu'à Paris 2024, chaque mercredi, témoignage d'un ou d'une médaillée d'or olympique ou paralympique. Interview menée par Anne-Laure Bonnet.